en Ile-de-France. Vous écoutez IDFM, la plus francilienne des radios. IDFM sur 98 FM. Bonjour à toutes et à tous, c'est Franck avec vous sur IDFM Radio Anguin. Très heureux de vous retrouver comme tous les deuxièmes vendredis de chaque mois, 17h15, 18h pour l'émission Entre chiens et loups, rubrique à toute vapeur. L'émission qui parle des trains sur IDFM Radio Anguin. Le thème de cette émission de ce mois de mars, la petite ceinture de Paris en vidéo. Mon invité, François Godard, qui est réalisateur. François Godard, bonjour. Bonjour, Franck. Merci d'être présent aujourd'hui dans les studios pour parler avec nous. Alors, sachez que le 2 février 2017, je recevais Jean-Emmanuel Terrier, président de l'association de sauvegarde de la petite ceinture, pour une émission ayant pour thème l'histoire de la petite ceinture ferroviaire de Paris. Aujourd'hui, nous allons reparler de la petite ceinture avec vous, François Godard, car vous vous intéressez à la petite ceinture et vous lui avez d'ailleurs consacré plusieurs films. Oui, pas mal de temps, oui. Vous voulez que je vous raconte un peu tout ? Un petit peu, oui, racontez-nous. En fait, dans les années 90, j'ai filmé les derniers trains à vapeur qui tournaient sur la petite ceinture, puisqu'il y avait les trains de découverte. En l'occurrence, c'était pour les connaisseurs la 230G 353. Et il y avait un parcours qui partait de la gare de Lyon et qui permettait de faire quasiment toute la petite ceinture, exception de la ligne d'Auteuil. Donc on allait juste par la gare de Lyon, on prenait la petite ceinture Est, on montait jusqu'au Batignolles. Oui. Et après on sortait, on prenait le réseau de Saint-Lazare. Et puis après, on récupérait la petite ceinture par ce qui est devenu maintenant le tramway T2, en longeant la Seine, le long d'Issy-les-Moulineaux, quand il y avait encore l'île Renault là, et on prenait la petite ceinture sud et on revenait en traversant après le pont national et en retournant à la gare de Lyon. Donc j'ai fait un premier film qui s'appelait Petite ceinture, petite campagne, qui permettait de faire le tour en train à vapeur de la petite ceinture et d'en profiter pour raconter l'histoire et la géographie de la ligne. Et puis après, donc ce film a mis du temps à se faire parce que c'était un peu compliqué, il a fallu tourner plusieurs fois, et donc j'ai tourné entre 92 et 96, et le film a été finalisé en 96. Je l'avais coproduit avec ce qu'on appelait la Vidéothèque de Paris à l'époque, qui était le Forum des images, et puis différentes sociétés de production. Le film était passé sur Planète. Et puis après, j'ai fait un autre film qui s'appelait Paris, un désir nommé tramway, parce qu'à cette époque-là, la SNCF avait des velléités de mettre un tramway, en l'occurrence plutôt un tram-train, sur la petite ceinture. Et donc, j'ai fait un autre film qui s'appelle Paris, un désir nommé tramway, qui montrait la potentialité ferroviaire de la petite ceinture. Et même si à l'époque, le maire de Paris était Jean Tibéri, et il voulait un tramway dans un jardin. Puisque la petite ceinture, on en parlera peut-être plus tard, c'est devenu un peu une zone de biodiversité. Et parce qu'évidemment, après avoir fait le premier film à raconter l'histoire et la géographie de la ligne, je me suis intéressé au sujet et à sa potentialité, donc à son présent et à son futur. Effectivement, François Godard. Et justement, alors moi je vous propose, ainsi qu'aux auditeurs, d'écouter un extrait de ce film Paris, un désir nommé tramway, avec l'intervention d'Alain Guèze, qui faisait partie du groupe d'études de la petite ceinture, et qui va nous raconter en quelques mots l'histoire de la petite ceinture. On écoute tout de suite cet extrait. La petite ceinture, c'est une ancienne voie ferrée qui fait le tour de Paris. C'est 33 km qui sont abandonnés depuis 92-93. Jusqu'en 1934, il y avait un trafic voyageur sur l'ensemble. Puis ensuite, ça a été abandonné et depuis, on se demande ce que doit devenir cet espace. Il y a 3 km à l'ouest qui sont utilisés par le RER. Et le reste de la petite ceinture passe quasiment horizontalement à travers le relief parisien en fait. Donc c'est une sorte de niveau de référence qui fait le tour de Paris. Et c'est un espace qui depuis plusieurs années, étant donné son entretien relativement ralenti, voit un développement spontané, comme on peut voir ici sur ces murs. C'est-à-dire qu'ils vont de la végétation à des pratiques sociales. Une espèce de vie autonome qui s'organise dans cet espace.
François Godard, donc vous avez suivi plusieurs personnages qu'on peut voir dans ce film, que vous avez donc interviewé. Oui, alors là, Alain Guest qui parle, il faisait partie du groupe d'études pour la petite ceinture, de son acronyme GEPC, qui à l'époque a rédigé un livre blanc sur la petite ceinture qui est en ligne, qu'on peut trouver sur Internet. On tape livre blanc petite ceinture, et qui a analysé dans le détail. Il y avait Alain Guest, Stéphane Lemoine et Pascal Payen-Penzeller, 3 comparses, qui ont fait le premier inventaire de la biodiversité, mais aussi des potentialités, mais aussi des ouvrages d'art, parce qu'on considère la petite ceinture comme un grand ouvrage d'art, puisque il y a des ponts, il y a des aqueducs, la petite ceinture passe en tranchée, elle passe des fois en hauteur, en contrebas, etc. Donc ils avaient fait l'inventaire de tout ça. Et en fait, à l'époque, avec ce film-là, j'ai interviewé, le film dure 54 minutes, je crois, et j'ai interviewé tous les gens qui intervenaient sur la petite ceinture, y compris les élus. Et ce qui est marrant dans ce film, c'est qu'on voit des élus dans un TER qui était très moderne à l'époque, qui se baladent dans un train avec petit four et hôtesse. Et alors, il y avait Georges Sard, Jacques Toubon, Denis Baupin quand il avait encore des cheveux, même Jean-Christophe Lagarde, qui est un élu du coin, là, je crois, et qui étaient tous là à se faire vanter les potentialités de la petite ceinture pour un transport ferroviaire. Mais bon, l'histoire a fait que la petite ceinture n'a pas été choisie pour le tramway, parce qu'en fait, il y avait un accord de l'ancienne municipalité tibériste chiracienne et de la nouvelle Delanoë & Co. Pour mettre le tramway sur les maréchaux. Mais en fait, avec un objectif fondamental qui était essentiellement de la requalification urbaine. Parce que la petite ceinture, mettre le tramway sur les maréchaux, sur les boulevards extérieurs de Paris, ça permettait de requalifier les boulevards, de faire un vrai travail d'urbanisation, d'urbanisme avec des pelouses, des nouveaux trottoirs, une nouvelle circulation, etc. Et il y avait un problème de fric, comme il y a toujours derrière. Oui. C'est que une bonne partie je me souviens plus des pourcentages, mais une partie du budget du tramway a été financée par l'État à condition qu'il y ait une requalification urbaine. Et donc, il n'y avait pas que la ville, le département qui est aussi la ville 75, et la région qui payait le tramway, mais aussi l'État. François Godard, vous avez fait aussi, donc on a parlé de ce film-là, il y a un autre film aussi consacré à la petite ceinture que vous avez fait et qui est sorti en 1998, si je me trompe pas, hein, c'est ça ? 96, oui. 96. Petite ceinture, petite campagne. Ouais. Voilà, petite ceinture, petite campagne. Alors là aussi, c'est intéressant puisque vous avez suivi filmé un débat avec les élus qui se questionnaient sur l'avenir de la petite ceinture. Ah, ça c'était dans Un désir de mettre tramway. Ah, oui. Autant pour moi. Alors, autant pour moi. Donc, c'est toujours dans le même film, donc. Paris, un désir nommé tramway. Je vous propose d'écouter un extrait encore de ce débat qui est très intéressant. On entend justement ces personnes se questionner qu'est-ce qu'on va faire de cette petite ceinture, puisqu'il faut savoir que les dernières circulations voyageurs ont cessé en 1934 et 1993 pour les circulations. Je vous arrête un petit peu, Franck. Oui. La circulation, le circulaire s'est arrêté en 1934. Oui. Mais il y a eu des circulations voyageurs jusque dans les années 90 sur la petite ceinture sur la ligne d'Auteuil. Oui. Et il y a eu des circulations voyageurs jusqu'en 2003 à travers des trains de découverte. C'est ça. Et jusque dans les années, je voudrais pas dire de bêtises, mais à la fin des années 90, il y a eu des circulations voyageurs aussi sur la petite ceinture de trains de transit qui allaient du nord vers la Riviera, de l'Angleterre vers la Riviera, et qui transitaient sur la petite ceinture. Effectivement, merci François Godard d'avoir corrigé cette erreur. Donc nous écoutons un extrait de ce débat. Pendant 15 ans, il ne s'est rien passé sur cette petite ceinture. Et aujourd'hui que l'on propose de l'aménager en voie piétonne ou en site réservé à la promenade, la SNCF dit, eh bien on va créer des plateformes, ça serait mieux pour desservir Paris. Je trouve ça absolument étonnant que d'en parler seulement aujourd'hui. On aurait pu en parler bien avant, puisque pendant 15 ans, il ne s'est rien passé. Quand sous les yeux des Parisiennes et des Parisiens, il y a des sites qui sont inoccupés depuis des années, des dizaines d'années, nous avons
non seulement le droit, mais le devoir de poser les problèmes. Pourquoi ne pas faire une ZAC verte? Ça nous réconciliera peut-être avec la forme ZAC sur Paris. Je pense que le seul aménagement possible, sans remettre en cause la destination finale que la SNCF semble vouloir conserver, il faut aménager des voies de balade ou des espaces verts sur ces sites. Réactiver du réseau ferroviaire sur ces sites, ce n'est pas responsable, et je pense c'est pourrir la vie à des milliers de Parisiens. La ceinture n'est pas seulement un espace libre, n'est pas seulement une chance, mais c'est une articulation entre l'ensemble des territoires constituant la ville, entre la ville et la banlieue. Et que cette chance de développement, qui est une chance de développement interterritoriale, elle ne peut pas être négligée au profit d'une sorte de démembrement. Londres, Bruxelles, Vienne, Madrid ont soit rouvert, et Berlin, ont soit rouvert leur ceinture, soit l'ont réaménagé en ferroviaire. Et Paris serait la seule capitale européenne à gaspiller ce capital ferroviaire pour en faire une suite de squares. Permettez-moi de vous dire que l'Europe en rirait. Tous les participants, presque tous, sont d'accord pour préserver la plateforme de la petite ceinture tant que nous ne serons pas fixés définitivement sur son usage pour les transports. Voilà, François Godard, un extrait de ce débat très intéressant. C'était à la fin des années 90 ? Ouais, alors c'était sous le mandat de Jean Tibéri. Et la personne que l'on entend parler à la fin, c'est Michel Bulté, qui était l'adjoint à l'urbanisme. Et là, de mémoire, je peux vous dire que vous entendez parler Pascal Payen-Penzeller, qui est historien et qui était l'un des responsables du GEPC dont on a parlé tout à l'heure, du groupe d'études sur la petite ceinture. À un moment, on entend parler aussi l'ancien maire du 19e, qui est toujours sénateur et président de Paris Habitat, qui s'appelle Roger Madec. Et c'est assez illustrant parce que d'entendre ces propos-là aujourd'hui, on en parlera peut-être, Franck, après, sur le travail que j'ai fait depuis 2 ans, on est à la période vraiment du démembrement de la petite ceinture, qui était évoquée tout à l'heure par Pascal Payen-Penzeller. Justement, vous avez réagi pendant qu'on écoutait ce son. On parlait de l'étranger par rapport aux petites ceintures à l'étranger également, qui ont, elles, réouvertes au trafic voyageurs, c'est ça ? Ah oui, de toute façon, les petites ceintures, il y en a un peu partout dans le monde. La Circle Line à Londres, elle fait partie du réseau ferré, du métro. Alors je connais pas tout, mais il y en a qui ont réouvert, je crois, à Berlin. Je crois que vous êtes plus connaisseur que moi là-dessus. Là, à Enghien, il y a un boulevard de ceinture autour pour faire un peu d'humour autour du lac. Mais effectivement, parce que c'est un potentiel ferroviaire énorme. Et c'est l'une des spécificités de la petite ceinture, c'est qu'à part la petite section qui a été déferrée dans le 16e au niveau de la ligne d'Auteuil, donc entre la Muette, Henri Martin, la Muette et la porte d'Auteuil, la petite ceinture fait toujours partie du réseau ferré national. Exactement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que ça fait partie du réseau ferré national, donc ça a un potentiel, c'est entretenu de telle façon qu'un train puisse passer, même s'il y a des traverses qui datent des années 30 ou des années 50, etc., etc. Donc, pour faire passer un train régulier, il faudrait quand même faire un peu de boulot, mais il y a eu des investissements très récents, énormes. Après ce film-là, après les années 90, on a fait un pont pour les connaisseurs au niveau de la rue de Patay, près de la porte de Vitry, qui est un pont au gabarit ferroviaire énorme. On a refait des ponts au niveau de la porte de la Villette, de l'avenue de Flandre, pour ceux qui connaissent aussi. Il y a de nombreux investissements dans le parc des Batignolles, qui était une ancienne gare de marchandises connectée à la petite ceinture. On a fait un belvédère au-dessus de la petite ceinture. C'est-à-dire que le parc, qui s'appelle Martin Luther King, est coupé en deux par la petite ceinture. Et on est obligé, les joggers ou les gens qui se baladent dans le parc, sont obligés de passer au-dessus de la petite ceinture. Et en dessous, il y a des rails tout neufs. Oui. Et ces rails ont servi une partie pour ramener des éléments pour le chantier en béton, etc. De la ligne. Alors c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, la ville de Paris, on va peut-être en reparler, a décidé a fait un protocole d'accord avec la SNCF pour réutiliser une partie de la petite ceinture en parc et jardin, comme le signifiait Roger Madec dans les années 90, dans l'extrait qu'on a entendu. Et ils ont signé un protocole, un deuxième protocole qui a été fait en 2015, il y en avait eu un autre avant, pour ouvrir différentes sections de la petite ceinture au public.
Et il est bien dans la première section qui a ouvert au public, bon, à part le Sentier Nature dans le 16e, qui vraiment, c'est un espace qui a été vendu, qui a été sorti du réseau ferré national. Et je fais un petit aparté sur la ligne d'Auteuil. C'est justement ça qui est marrant, c'est que la ligne d'Auteuil, c'est la première qui a ouvert aux voyageurs, et c'est la dernière qui a fermé aux voyageurs. Mais c'est la première qui a été déferrée. Et là, l'année dernière, il y a eu un autre déferrage. On en reparlera peut-être après. Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que cette petite ceinture, il y a eu donc un protocole d'accord entre la SNCF et la ville de Paris pour mettre une partie de la petite ceinture à disposition de la ville de Paris pour en faire des parcs et jardins. Il faut savoir que la petite ceinture, au départ, c'était un circulaire qui faisait le tour de Paris, mais c'était aussi des voies qui rentraient vers les grandes gares parisiennes et qui sortaient vers les réseaux. Exactement. Parce qu'au départ, la petite ceinture servait à relier les grandes gares entre elles. D'abord pour le fret, après pour les voyageurs. Et donc, il y a un protocole d'accord qui a été signé entre la SNCF et la ville, et ont été signés après, en conséquence de ces protocoles, de ce qu'on appelle des conventions de superposition d'affectation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que ça reste toujours, la petite ceinture reste toujours dans le réseau ferré national, peut accueillir des trains à l'avenir, et elle a donc les règles du réseau ferroviaire s'appliquent. On n'a pas le droit d'être sur les trains, il y a des amendes, 3 750 €, etc., etc., même s'il y a beaucoup de fréquentation. Et pour qu'un jardin puisse y passer, il faut qu'il y ait une autre type d'affectation que le réseau ferré, protocole de superposition d'affectation, et le protocole des parcs et jardins parisiens. Voilà. Et ce protocole n'a pas été signé sur toute la petite ceinture. Il y a un endroit où le protocole de superposition d'affectation n'a pas été signé, c'est sur la petite ceinture nord, qui est la première petite ceinture qui a été ouverte entre Saint-Lazare et Gare du Nord, Gare de l'Est, quoi, pour ceux qui connaissent, entre, disons, le jardin des Batignolles, Martin Luther King, qui s'appelle maintenant, et aujourd'hui Rosa Parks. Voilà. François Godard, on va s'interrompre quelques instants. On va se retrouver ensuite pour la suite de cette émission avec un peu de musique. Et je vais faire un petit clin d'œil du côté de Gennevilliers. Voilà, c'est pas très loin d'Enghien-les-Bains. En plus, je sais qu'ils sont dans leur train-train quotidien. Et on va écouter Frankie Goes to Hollywood avec le titre Relax, sorti en 1984. On se retrouve juste après pour la suite de cette émission. À tout de suite. Retour dans les studios d'IDFM Radio Enghien pour l'émission Entre Chiens et Loups, rubrique à toute vapeur, l'émission qui parle des trains sur IDFM Radio Enghien. Aujourd'hui, on parle de la petite ceinture en vidéo. François Godard, réalisateur, est notre invité. Il a fait plusieurs films sur la petite ceinture. On a parlé de son passé, François Godard. On va parler maintenant de l'avenir. Vous avez une chaîne YouTube d'ailleurs. Oui, en fait... Alors, parlez bien devant le micro, s'il vous plaît. Excusez-moi. En fait, j'avais fait ces films dans les années 90 et il y a 2 ans, je suis revenu à Paris parce que j'avais un petit passage en province et je me suis dit, que devient la petite ceinture, comme une sorte de droit de suite. Et là, je me suis aperçu qu'il y avait, la ville de Paris avait lancé un plan, ils appellent ça la reconquête de la petite ceinture. C'est un terme assez étonnant parce que la petite ceinture aurait été conquise avant, il faudrait la reconquérir. Et c'était ils avaient vocation à rouvrir la petite ceinture. Et ils ont mis en place des collectifs participatifs. On en parlera. Et je me suis dit que j'allais faire un 3e film sur le sujet, quoi. Ouais. Et en fait, je me suis aperçu de la densité qui était devenue la petite ceinture. Ce n'était plus uniquement un réseau ferré, circulaire, etc. Il y avait toute une vie sur la petite ceinture qui s'est développée. Et j'ai décidé de faire une chaîne YouTube qui marche pas mal. Il y a déjà, en 1 an et demi, quand ça va bientôt faire 2 ans, on a 500 000 vues pour toutes les vidéos, un peu plus même. Et il y a 1 millier de vues par jour sur toutes les vidéos. Il y a les films dont on a parlé tout à l'heure, les anciens qui sont là, gratuitement, vous pouvez aller voir. Ça s'appelle tout simplement Petite Ceinture Paris sur YouTube. Et ça m'a permis donc de filmer non seulement tous les collectifs participatifs qui a été mis en place dans une sorte de concertation avec les riverains, mais aussi les associations d'insertion qui entretiennent la ligne, puisqu'en fait, dès que j'ai commencé à vouloir retourner sur la petite ceinture, je me suis dit, allons voir sur le terrain
comment elle est pour la connaître mieux géographiquement, puisque la ville avait changé autour, la petite ceinture était toujours là, mais il y avait des constructions énormes. Et donc les premiers films que j'ai tournés, c'était avec les jardiniers qui ramassent aussi les ordures, etc. Parce que ça a tendance à un peu être une grande décharge, parfois la petite ceinture, malheureusement. Qui nettoie, etc., qui nettoie tout. Et de fil en aiguille, j'ai découvert plein de choses sur la petite ceinture. J'ai aussi découvert aussi que c'était un énorme refuge, comme tous les gens qui se baladent en voiture ou en train dans Paris voient qu'il y a des camps de SDF ou des bidonvilles de Rome, etc. Et la petite ceinture, c'est un endroit aussi hallucinant en termes de refuge. J'ai fait un film qui s'appelle La petite ceinture refuge, qui est d'ailleurs l'un des films qui est le plus vu sur le site. Et je peux vous dire juste une petite anecdote, c'est que j'ai filmé l'expulsion d'un camp de Rome dans le 14e, mais aussi l'expulsion un autre énorme camp de Rome où il y avait 500 personnes avec des baraques qui étaient au niveau de la porte des Poissonniers. Et j'ai interviewé à cette occasion-là un responsable de la ville de Paris en charge de s'occuper des publics précaires et tout ça, et qui m'a expliqué que la SNCF, qui est toujours propriétaire, avait autant de contentieux, de squats, d'habitations sur la petite ceinture que n'en avait la ville de Paris sur le périphérique et la Seine réunie. Je ne sais pas si vous imaginez. C'est quand étonnant. Même. Ouais, parce que la petite ceinture, c'est beaucoup d'ouvrages d'art, comme on le disait tout à l'heure, beaucoup de ponts sous lesquels on peut se réfugier, qui sont des endroits où on n'a pas de pluie, où il fait un peu moins froid, où l'hiver, un peu moins chaud l'été. C'est une zone, disons, un peu plus tempérée à tous les sens du terme. François Godard, je vous propose d'écouter un extrait de ce qu'on peut trouver sur votre chaîne YouTube, et notamment la petite ceinture participative. Que veut la ville de Paris? Que veut faire la ville de Paris avec cette petite ceinture? On écoute. L'ouverture de la petite ceinture qui est prônée par la ville de Paris, c'est de voir comment on ne transforme pas la petite ceinture de manière forte, et en même temps de se dire que laisser une forme d'appropriation simple et spontanée sans régulation, ça n'est pas possible. Et donc, il y a un juste milieu à trouver. En fait, ça démarre tout de suite, et ça démarre dans différents endroits de la petite ceinture. C'était ce qui a été appelé des chantiers participatifs, appuyés par ce qu'on a appelé des collectifs de professionnels qui ont reçu un marché de la ville de Paris pour nous assister dans l'accompagnement de cette démarche, avec une rémunération de ce dispositif de chantier participatif qui ne se suffit pas à lui-même, mais qui est une manière d'enclencher un mécanisme et de voir derrière si des aménagements sont nécessaires, lesquels, s'ils ne le sont pas, de ne pas les réaliser, mais de permettre quand même l'ouverture. Et en termes d'occupation et de gestion, quelle forme d'occupation portée par des habitants, des associations, des collectifs peuvent prendre le relais. On doit assurer la permanence de cette plateforme ferroviaire, ne pas la transformer, pour garantir une réversibilité éventuelle de cette plateforme et des ouvrages à des fins de transport si l'État le décidait. Le grand croissant qui part du nord, ici, entre la gare de l'Est et la gare du Nord, jusqu'au 15e arrondissement, qui font partie des grandes séquences pour lesquelles la ville et SNCF sont tombés d'accord pour les ouvrir à de nouveaux usages, sachant que vous avez une séquence importante qui fait quelques kilomètres dans le 16e et 17e, qui accueille le RERC, donc qui n'est pas disponible pour de nouveaux usages, et puis une séquence un peu intermédiaire qui est entre les grands faisceaux de Saint-Lazare et de l'Est, pour lesquels la SNCF est prête à ouvrir à de nouveaux usages, mais de manière plus contrôlée que dans le reste de la petite ceinture. François Godard, on en est où aujourd'hui après ce... Alors ça, c'était filmé en 96. La ville de Paris avait mis en place des collectifs participatifs. Il en parle un petit peu des professionnels, c'est-à-dire des architectes, urbanistes. Alors il y avait même, on a découvert qu'il existait des scénographes urbains et il y a des jardiniers, etc. Et ils ont mis en place donc des containers sur la petite ceinture, dont beaucoup ont disparu parce qu'ils ont été vandalisés, ils ont été cassés, ils ont été tagués. Bon, les tags, c'était plutôt sympa. Et donc il y a eu une première phase de 6 mois. De 8 mois dans 4 arrondissements et chacun a remis des rapports. Ils ont travaillé sur le terrain, ils ont réfléchi avec les gens, les riverains, les usagers, etc. Voilà, alors il y en avait un dans le 12e, un dans le 20e, un dans le 14e et le dernier était dans le 19e. Après, il y a eu une deuxième vague de collectifs, donc
trois autres collectifs qui avaient chacun 3 containers. Il y en avait un qui s'appelait Ceinturama, qui était à l'est, la petite ceinture est, donc 12, 19, 20e. Un autre au nord et à l'ouest, qui avait 16e, 17e, 18e, qui s'appelait Traverse. Et un au sud, chantier urbain décalé, il s'appelait, qui en avait dans le 13e, dans le 14e et dans le 15e. Et là, on est à la fin de l'opération. En fait, ils ont fait toute l'opération. Tout ça, c'est visible sur ma chaîne YouTube. Oui. J'ai fait plusieurs playlists. Il y en a sur l'histoire, il y en a sur les jardiniers, il y en a sur faire le tour en train, etc. Et il y a une playlist sur la petite ceinture participative. Et je suis très content d'avoir filmé ça, parce que je suis quasiment l'un des seuls à avoir filmé ça. Ça avait les acteurs, il y a plein de gens qui sont intervenus, des sociologues, des anthropologues, des jardiniers, qui sont donnés leur avis. Et finalement, ça débouche sur pas grand-chose. Et ce dont on s'est aperçu, c'est que la ville de Paris avait déjà quasiment décidé ce qui se passerait. Avait déjà décidé les sections qu'elle allait ouvrir. Là, il y a 4 sections qui vont ouvrir sur la petite ceinture. Une dans le 12e, entre la porte de Charenton et la Villa du Bel-Air, ça veut dire l'avenue de Saint-Mandé pour ceux qui connaissent. Une autre section qui ouvre à l'ancienne gare de Ménilmontant, sous la passerelle de la rue de la Mare, très connue des amateurs de photos anciennes. Et une autre section qui va ouvrir dans la tranchée Pereire, le long du boulevard Pereire, dans le 17e. Et une autre section dans le 14e, entre l'avenue du Général Leclerc au niveau de la porte d'Orléans et la rue Didot près de la porte de Vanves. Ces 4 sections avaient déjà été prévues d'être ouvertes. La façon dont elles vont s'ouvrir, c'est-à-dire façon parc et jardin, ouvert aux horaires habituels, etc., c'était déjà prévu par la ville. Et ce qui est marrant dans le petit extrait que vous avez passé, on entend Bruno Gouillette, qui est au secrétariat général de la ville, au fonctionnaire en charge de la petite ceinture. Et il raconte qu'on va avoir toute une concertation, on va voir, et il raconte à un moment qu'on ne peut pas laisser la petite ceinture ouverte en liberté comme elle est. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gros chantiers qui sont faits par la ville de Paris, qui coûtent une fortune, à mettre des rambardes de sécurité qui ne sont pas d'ailleurs tout le temps sécurisées, à mettre de la grave, une sorte de mélange de sable et de gravier pour entre les rails, l'un des 2 rails, pour faire circuler les gens. Mais en fait, comme les sections vont ouvrir dans les petites sections dont je vous ai parlé, il y a d'autres sections qui ne sont pas ouvertes. Donc il y a la petite ceinture parc et jardinisée, si vous me permettez cette expression, et la petite ceinture interdite ou libre. Parce que la petite ceinture, depuis des années, je vous ai parlé des squatteurs, des SDF, des Roms, etc. Mais il y a aussi des jeunes, c'est le territoire des ados. Ouais. C'est l'un des derniers espaces libres de Paris. Et dans une ville aussi dense que Paris, c'est la 5e ou 6e ville la plus dense du monde. Toutes les autres villes les plus denses sont des villes de pays en voie de développement. Et donc il y a des tigers, il y a des ados qui se baladent, il y a des gens qui se baladent. Donc, on va banaliser la petite ceinture en la parquet jardinisant avec le look des parcs et jardins. Donc, ça atteint aussi la biodiversité, parce qu'il y a une certaine biodiversité sur la petite ceinture qui s'est développée avec le temps. Oui. Parce que depuis, je vous parlais des associations d'insertion, ça fait 12 ans qu'elles travaillent sur la petite ceinture. Elles étaient en convention avec la SNCF. Maintenant, pour partie, elles sont en convention avec la ville de Paris, puisque la ville de Paris en a récupéré la gestion au quotidien. Et ça fait 12 ans qu'ils ne mettent pas de produits phyto, comme on dit, de désherbants et de choses comme ça. François Godard, on va marquer une nouvelle pause avec une chanson de Jean-Paul Letellier qui s'appelle La Petite Ceinture en chanson, justement, et qu'on peut retrouver sur votre site. Voilà, qui est au début d'un désir de me tramway. Et voilà. Je voulais vous raconter juste cette petite anecdote, c'est que Jean-Paul Letellier, moi j'habite dans une cité d'artistes, et quand j'ai présenté le premier film, c'est un peintre, et il a fait plein de toiles sur la petite ceinture. Il en reste quelques-unes. Il les a pas toutes vendues d'ailleurs, Jean-Paul Letellier. Et il a fait une chanson sur la petite ceinture. Et qu'on écoute tout de suite. Sous les ponts de la petite ceinture. Voilà.
extrait donc du film Paris, un désir nommé tramway. Merci François Godard. C'est vendredi soir, j'ai un petit peu de mal. Justement, vous réagissiez, il y a des voitures quand même? Ouais, parce que quand effectivement, il n'y a pas de train, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas d'eau sous les ponts de la Petite Ceinture, mais maintenant, il y a des camions sur la Petite Ceinture. Il y a beaucoup de camions, il y a des camions qui amènent le grave, qui font le chantier, etc. Il y a des camions, j'ai filmé là depuis 2 ans des outils rail-route pour évacuer, par exemple, les reliquats des bidonvilles, etc. Mais il y a une section de la Petite Ceinture qui était d'ailleurs ma préférée, moi, qui était dans le 13e, entre la rue de Patay et la porte d'Ivry, où il y avait des papillons, des choses comme ça. Et c'est un des films que j'ai fait qui s'appelle Biodiversité en danger sur la Petite Ceinture, où la Petite Ceinture sert de lieu. Il y a une usine à béton et une usine à bentonite qui sont installées là pour amener le béton qui va servir à la nouvelle station Maison Blanche, et donc avec tout le creusement du prolongement de la ligne 14 jusqu'à Orly, à Maison Blanche, c'est au niveau de l'avenue d'Italie. Et donc la Petite Ceinture, au lieu de servir, d'amener le béton par le rail, comme ça aurait pu être pensé comme ça, eh ben, elle a été asphaltée, elle a été déferrée, puis asphaltée, et maintenant il y a 2 usines à béton qui sont là, et des camions qui font le va-et-vient en venant du périph' d'un peu partout, et qui passent dans les rues du 13e, et qui arrivent sur la Petite Ceinture pour amener du béton. Donc voilà, c'est un peu inquiétant, quoi. Et sur cette vidéo, vous dites, François Godard, que normalement, tout devrait être remis en état une fois les travaux terminés. Alors c'est compliqué parce que c'est la RATP qui loue l'espace à la SNCF. Et c'est la RATP qui a enlevé les rails. D'ailleurs, moi, quand j'ai filmé ça, je me suis fait engueuler par la RATP. Mais bon, il fallait filmer, il fallait être témoin de ces choses-là, parce que moi, je suis un peu un témoin du transitoire, quoi. Exactement, oui. Voilà, j'ai filmé des trains, je filme la concertation, je filme des travaux, et c'est la difficulté du truc, c'est que la SNCF est une grande muette, et la RATP aussi, etc. Et la ville de Paris donne les infos au compte-gouttes, etc. Et je savais pas qu'il y avait ça. Et c'est en arrivant complètement par hasard que j'ai vu qu'on commençait à découper les arbres n'importe comment, un peu comme on nettoie les bords d'autoroute, vous savez, avec des gros tracteurs. Et j'ai filmé le déferrage. Et c'est la SNCF, c'est la RATP qui a enlevé les rails. Et c'est eux qui doivent les remettre à la fin du chantier. C'est sûr qu'ils ne remettront pas les anciens rails. Ils sont pour l'instant installés à côté du pont de la rue de Patay, tout neuf, dont on parlait tout à l'heure. OK ? Mais il paraîtrait, alors j'ai pas assisté, qu'il y a eu des réunions un peu de comité de pilotage, de COPIL, un peu fermées, peut-être ouvert à quelques riverains, comme quoi la RATP voulait pas remettre les rails, mais la SNCF les remettrait pas, etc. Donc c'est toute la question de savoir est-ce que ce potentiel ferroviaire à venir sera restitué une fois que le chantier le prolongement de la ligne 14 sera fait. On parlait des aménagements au parc et jardin. Quand il y a un aménagement, il doit laisser passer un train. Dans la première promenade qui a été installée dans le 15e entre l'ancienne gare de Grenelle, c'est-à-dire le boulevard Victor, et Vaugirard, la rue de Vaugirard, c'est écrit sur les panneaux que c'est une promenade réversible. Oui. Donc, on ne sait pas ce qui peut arriver à l'avenir. C'est vrai que, comme le disent souvent les élus, des trains qui passent au flanc des immeubles, ça gênerait beaucoup de riverains. Mais voilà, il pourrait y avoir à l'avenir des trains silencieux, etc. D'ailleurs, il y a des gens, comme l'association de sauvegarde dont vous aviez reçu le président il y a quelques années, l'association de sauvegarde de la Petite Ceinture et de son réseau ferré, c'est ça son vrai nom, qui ont sauvé pas mal de gares, qui sont devenues la recyclerie, le hasard ludique et bientôt le poisson et des lieux happening, propose des trains de découverte. Et effectivement, il peut y avoir des trains de découverte dans un premier temps, dans différentes sections, au nord, à l'est, au sud, plus sur toute la Petite Ceinture, évidemment parce qu'il y a eu un RER, et plus sur le croissant dont parlait Bruno Gouillette dans l'extrait, mais sur différentes sections. Et on peut très bien imaginer qu'il y aurait des trains
à hydrogène ou des trains très silencieux qui existent. Moi, dans les années 90, j'ai filmé la pose de rails silencieux dans le 18e. Et puis, par rapport aux usages voulus par la ville, qui est d'ouvrir des jardins, c'est très bien. Mais ces nouveaux usages n'empêchent pas les anciens usages. Oui. Voilà. Et les futurs usages. François Godard, je rappelle que vous êtes réalisateur. On va bientôt arriver à la fin de cette émission. J'aimerais qu'on pose quand même quelques questions d'auditeurs, puisque vous savez que les auditeurs peuvent réagir durant l'émission. Alors on a un auditeur qui nous a dit, moi je suis allé me promener sur la petite ceinture et j'ai été verbalisé. Ouais, ça arrive souvent et de plus en plus justement depuis que la ville de Paris va ouvrir. Ceux qui sont surtout fliqués, si vous me permettez cette expression, c'est les cataphiles. Mais les cataphiles en général sont bien organisés et il y a la brigade ferroviaire qui les attend. Mais il y a aussi de la police bleue, montée, municipale, etc. qui va. Mais il y a aussi beaucoup de dégradation. Et donc il y a aussi des riverains qui appellent, etc. Donc ça dépend, voilà. Mais voilà, moi je sais que j'ai pas arrêté de tourner sur la petite ceinture depuis des années. J'ai jamais été importuné par policiers, qui soient ferroviaires, municipales ou nationales. J'en ai vu, mais qui m'ont pas embêté. Oui, parce qu'il faut préciser, donc François Godard, qu'il y a des sites qui vont être ouverts ou qui sont déjà ouverts pour le public, mais en revanche, d'autres endroits qui sont interdits au public. Voilà, qui sont a priori interdits au public, mais qui sont très très fréquentés par des ados, par des taggers, à toutes les heures du jour et de la nuit, qui sont même squattés. Aujourd'hui, il y a encore un squat, porte de Charenton, d'une quinzaine de baraquements. Voilà, donc... Une deuxième et dernière question, puisqu'il nous reste vraiment peu de temps, François Godard. On nous demande, est-ce que la SNCF vous a contacté suite à vos vidéos ? Non, parce que la SNCF, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la Grande Muette. La Grande Muette, c'est pas l'armée. Et je sais qu'ils les voient, je sais que la ville les voit. Je pensais que la ville m'aiderait, mais non. Non, et ça me fait un peu mal au cœur parce que quand j'avais tourné Un désir de mes tramways, la SNCF m'avait après demandé des images, travaillé, etc. Non, je suis un témoin et je dois dire que la question est très intéressante parce que la SNCF, c'est le propriétaire. La SNCF, c'est l'État. On pourrait presque dire l'État dans l'État. Ce patrimoine, il est ferroviaire, mais la petite ceinture n'est pas que le rail ou les bords qui sont devenus des jardins ou de la verdure ou de la biodiversité. C'est quand même l'une des plus grosses trames vertes de Paris, il faudrait quand même le signaler. Mais c'est aussi quelque chose qui est dans l'imaginaire des gens. La petite ceinture, c'est quelque chose qui fait partie de l'imaginaire, où il y a beaucoup d'artistes de très haut niveau, pour ceux qui connaissent, c'est Borgal, Tagger, JR, qui se sont exprimés là-dessus. Beaucoup de gens se font leurs dents là-dessus, et il est dans l'imaginaire des Parisiens, la petite ceinture. Elle est dans l'imaginaire des Parisiens. Merci François Godard. Donc une chaîne YouTube Petite Ceinture de Paris. Petite Ceinture Paris. Paris, voilà. Et puis Télé Godard aussi. Ah ouais, Télé Godard, c'est mes archives personnelles, mais bon. Merci en tout cas pour votre participation. Merci de votre accueil, Franck. Dans un instant, vous allez retrouver la suite des programmes d'IDFM Radio Anguin et notamment l'agenda des villes, suivi de 100% musique avec Claudio Capéo. Donc à suivre. Et puis nous, on se donne rendez-vous le 12 avril pour la prochaine émission À toute vapeur. Et sinon, la semaine prochaine, le 15 mars, vous savez qu'on continue toujours cette rétrospective sur la Lune. Très rapidement. Oui, Franck, parce que comme votre émission s'appelle À toute vapeur, il y a un film sur la chaîne qui s'appelle À toute vapeur et qui est sans commentaire. Et on fait un tour en 230G 353 à toute vapeur dans les années 90 sur la petite ceinture. Merci François Godard. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour l'émission À toi les étoiles. On continue la rétrospective sur la Lune. Ce sera les années 1964-1965. On sort dans l'espace. Merci à tous. À la semaine prochaine. Sinon, le 12 avril pour la prochaine émission À toute vapeur. Merci François Godard. Au revoir, merci.